Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico, votre émission foot du lundi de 21h à 22h. Merci d'être fidèles à Radio J tous les lundis. Au programme ce soir de Classico, la course sans fin pour la deuxième place. Qui de l'OM ou de Lens, tous les deux vainqueurs ce week-end, obtiendra le Graal, à savoir une qualification directe pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. On parlera également du Paris Saint-Germain ce soir, qui jouera bien la Ligue des Champions évidemment, mais avec qui? Le club parisien envisage en effet de se séparer de plusieurs de ses stars, y compris peut-être de Neymar et de Marco Verratti. La Ligue des Champions qui reviendra d'ailleurs ce week-end avec les demi-finales retour, on en parlera tout à l'heure. L'autre débat du jour, c'est le refus de certains joueurs ce week-end de participer à la journée internationale contre l'homophobie. Faut-il les sanctionner? Nos deux chroniqueurs du soir ne sont pas d'accord et j'aime bien ça. Sans plus attendre, c'est le casting du soir. C'est l'avocat de Classico, bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, ton image forte du week-end, au-delà même de cette polémique... Mon image forte du week-end, c'est... Est-ce que j'ai le droit de sortir du football? Je le fais quand même. C'est les championnats du monde de judo. Ouais, l'équipe de France qui a gagné le titre par équipe. Non, qui a perdu justement. Oui, c'était ça, un scénario terrible. Un scénario terrible. Donc, ouais, le dernier point où tu as l'impression que la dernière candidate française marque et en fait elle est sanctionnée et derrière elle perd sur une troisième pénalité. C'était assez terrible, mais c'était un beau moment de sport. Benjamin, je reformule ma question. Ton image foot? Ah, pardon, excuse-moi, j'ai mal compris. Écoute, on n'est pas stade 2, on n'est pas stade 2. Ah, mais je croyais qu'on se diversifiait un peu. Écoute, une image que j'ai trouvée très belle, c'est Jean-Michel Aulas en larmes à la remise de la Coupe de France, les féminines. Je trouve qu'elles lui ont rendu un bel hommage. C'était un beau moment. Comme quoi, parfois, il faut s'inspirer du foot féminin. D'ailleurs, un mot sur Jean-Michel Aulas, c'est pas le sujet du jour dans Classico, mais... Tu as été ému de cette. Bah oui, c'est évidemment c'est la fin d'un cycle. Il y a deux choses sur ce sujet. Voilà, il y a deux choses. Il y a l'aspect affectif, c'est quelqu'un qui est dans le panorama footballistique depuis qu'on est né et qu'on suit le football. Donc grand respect pour cet homme qui a révolutionné le club et le foot français de manière générale. Après, quand on entend des débats en disant c'est trop tôt, c'est honteux, l'actionnaire, le grand méchant américain, non, ça c'est le monde des affaires, c'est le monde du business. Il y a quelqu'un qui a racheté un club, qui met la main sur le club. Il y avait des clauses qui avaient été négociées. D'ailleurs, tu n'as jamais entendu depuis cette fin de contrat, Jean-Michel Aulas critiquait tout ça, parce qu'évidemment tout ça est enfermé dans des clauses et donc tout ça se fait de manière assez normale dans le monde des affaires finalement. Bonsoir Alexis Bizan. Bonsoir à tous. Que penses-tu de l'argumentaire présenté par Benjamin à propos de la fin de l'histoire lyonnaise, en tout cas masculine? Je suis d'accord, et je dirais même qu'elle a commencé quand Aulas a fait rentrer les Sédou Pathé donc dans le club. Dès ce moment-là, tu prends le risque qu'un jour, ce qui s'est passé, quand ils veulent revendre ou qu'ils veulent se séparer, forcément, tu prends un risque. Et en fait, il a subi ça. Voilà. Est-ce que Textor n'aurait pas pu attendre au moins la fin de la saison? C'est pas le genre des Américains. Et puis, quelque part, j'ai envie de dire que par rapport à l'Olympique Lyonnais, le club, autant prendre une décision maintenant pour que ça pollue pas l'intersaison. Au moins, c'est fait. Et en fait, du coup, quand la saison sera terminée, ils partiront sur une nouvelle saison sans qu'on parle de ça en polémique. Alexis, au-delà du judo, ta déception du week-end? Tu me dis pas le karaté ou le basket, laisse tomber. Non, moi je reste foot. Alors du coup, j'avais l'impression que tu me poses le point fort. Non, la déception du week-end, c'est que à part Lens-Marseille, Monaco-Lille c'était une déception, voilà. Et que finalement, à part Lens et Marseille qu'on suit avec attention pour la deuxième place, y a quasiment plus rien qui joue et pas de spectacle. Et on s'ennuie beaucoup, ouais. Voilà, c'est un peu plus fade. Ah mais on s'ennuie beaucoup là cette fin de championnat, sincèrement. Monaco-Lille hier, au bout d'un quart d'heure j'étais obligé de changer, j'ai pas pu tenir. Et Marseille-Angers hier, c'était très compliqué aussi. Je me suis endormi. Heureusement que vous me payez pour regarder les matchs, mais je dois avouer que je me suis bien endormi quand même. Marseille-Angers, tu sais que sur Marseille t'as le côté attraction par rapport à la deuxième place. Là Monaco-Lille t'avais un vrai sujet, t'avais un vrai enjeu. Et le match c'était une purge. Et dis-le. Notre invité du soir est journaliste. Notre invité du soir est journaliste sportif pour la chaîne L'Équipe et Prime Video Sport et commente du football également sur l'application Free Ligue 1. Bonsoir Jérémy Sakian. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tu signes avec Charles Thiallier le secret de commentateur sportif aux éditions Hugo Sport. On va y revenir longuement Jérémy en deuxième partie d'émission. Ton image forte du week-end de ton côté? Foot ou hors foot? Parce que il y aura deux choses différentes. Hors foot, c'est évidemment l'abandon de Remco Evenepoel sur le Giro, parce que je suis très porté alors sur le cyclisme. Je commente sur Eurosport, effectivement. Je suis, bien sûr. Mais là, tu les perds tous. Il y a le cyclisme, Steve, le Tour de France, j'ai dû lui apprendre un peu ce que c'était. Mais c'est toujours compliqué. Donc on va rester foot. Ouais. En tant que Lyonnais, vous en avez déjà un petit peu parlé. Moi, c'est la défaite à Clermont. Elle me fait mal parce qu'on croyait ferme au top 5. Et là, il s'est éloigné définitivement. Voilà. Tu voyais pas, j'imagine, Lacazette rater son péno à la dernière minute.
C'était improbable. Mais c'était moins improbable que la remontada de la semaine d'avant. Donc finalement, d'une semaine sur l'autre, les choses s'équilibrent. Mais sur Lyon, je sais pas si on va en parler dans l'émission, mais on voit mal, et peut-être que t'as un avis plus précis que le mien, on voit mal ce vers quoi va Lyon en fait dans les prochaines années. On voit pas, c'est pas lisible, je trouve, le projet. Alors peut-être que Textor va le présenter, mais quels joueurs vont rester, sur quelle base tu vas reconstruire. Là, on a reconstruit en faisant revenir les anciens, ça n'a pas marché, clairement, à part Lacazette. Voilà, on parle de révolutionner le mode de recrutement avec l'usage. C'est quoi le projet en tant que supporter lyonnais? Je pense que tu peux être un peu inquiet ou interrogatif. On va dans le flou, et c'est pour ça qu'on voit d'un bon oeil le changement. Ça veut pas dire que ça sera mieux, parce que ça peut s'empirer, bien sûr. Hein. Jean-Michel Aulas a quand même maintenu le club dans le top 10 depuis un certain nombre d'années. Maintenant, Après, c'est vrai que par rapport à ce que dit Textor sur le recrutement, c'est vrai que là, ça n'a jamais voulu mettre une vraie équipe de recrutement en place. C'est vrai. Pour des raisons que moi je ne connais pas. Et il n'a jamais voulu passer le cap, et ça fait partie des morts, donc ça sera intéressant de voir ce que ça donne. La purge est nécessaire, on verra où elle nous amène. Classico à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur Facebook et Twitter. Émission également disponible sur la page YouTube de la radio. Merci à vous de partager, commenter nos contenus sur Twitter, Instagram et TikTok. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et on vous en remercie très chaleureusement. Classico, saison 3, épisode 95. Messieurs, 1995, qui a remporté la Ligue des Champions? C'est facile, c'est cadeau. L'Ajax, avec un but de Patrick Kluivert. Final, merci, c'est pas mal, mais il est comme meilleur que toi quand même. Classico, on s'approche de la 100e. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Et on vous prépare d'ailleurs une émission spéciale pour la 100e d'ici quelques semaines. Surprise. On démarre donc avec la course pour la place de Dauphin en Ligue 1. Résumé du dernier épisode. Lens et l'OM l'ont emporté ce week-end. Les Lensois contre Reims 2-1. Et l'OM hier soir devant Benjamin jusqu'à la 12e minute à domicile contre Angers 3-1. Revenons d'abord, messieurs, sur le match des Marseillais. Les Marseillais n'ont pas tremblé, au moins dans les minutes qui ont suivi le but d'Alexis Sanchez. Jérémy, si tu veux commencer. Jérémy Saakian. Oui, l'OM, comme souvent, finalement, a été pris à revers au Vélodrome. C'est pas la première fois cette saison qu'ils sont inquiétés et par des équipes de niveau inférieur. On se rappelle de ce match contre Auxerre, mais à chaque fois, il y a cette réaction, et ça, c'est propre aussi à cette équipe construite par Igor Tudor. On n'a jamais rien. Même quand on est en difficulté, le leader de l'attaque... C'est très marseillais, ça. C'est très marseillais. Puis c'est très Grinta, c'est très Amérique du Sud, Alexis Sanchez, à chaque fois l'homme providentiel. On sent qu'il y a quelque chose qui se trame dans cette équipe. Alors, est-ce qu'ils seront deuxième, troisième ? J'ai pas la réponse, vous l'avez pas non plus. Ton favori, peut-être ? Mon favori, c'est l'équipe qui aujourd'hui est en meilleure position, c'est Lens, mais est-ce qu'il y aura un réel impact? Parce qu'en fonction de ce qui se passe en Ligue Europa, on rappelle que l'accession directe est possible si l'équipe qui s'impose en C3 est déjà qualifiée via le championnat, donc peut-être que les deux iront directement. Aujourd'hui, petit avantage à Lens, mais ce sera serré jusqu'au bout, et heureusement, ça nous anime un petit peu cette fin de championnat. Benjamin et Alexis, qui veut démarrer? Alexis, peut-être? Ouais, non, moi je voulais mettre en avant, justement sur Marseille, on parle de Tudor, etc. Et donc moi je voulais mettre en avant Payet, parce que c'est un beau symbole que c'est celui qui marque le but du 2-1. Parce que finalement, si Marseille en est là aussi, c'est aussi parce qu'il a su garder un état d'esprit positif sur un rôle qui devait être très difficile pour lui. Et donc, Tudor le met titulaire sur un match de fin de saison qui, d'un point de vue point, compte quand même. Et il marque le but, et puis il est très heureux. On voit quand il marque le but, il y a une joie collective, et donc ça montre quand même que dans l'esprit d'équipe, il a su avec le Tudor, en tout cas, il a su faire en sorte de diffuser ça, et donc c'était pour lui hier soir. Benjamin, sur Dimitri Payet, le retour. Il a raison, non, mais Alex dit juste. Comme souvent, je souligne, non, mais sur l'état d'esprit de Payet, c'est vrai qu'il a toujours été irréprochable, parce que ça a dû être compliqué pour lui quand même de passage d'un statut de joueur indispensable à joueur quasiment, c'est même pas remplaçant. Il a joué, je crois que c'est sa première titularisation de l'année, ou 2023, je crois. Enfin, c'est très très peu. Il n'a pas eu beaucoup en tout cas. Gendouzi aussi qui rejoue hier. Bon, c'est une valeur marchande pour l'année prochaine, sans doute. Il faut le montrer un peu pour être sûr de le revendre. Marseille s'est bien relevé après Lille. Bon, encore une fois, après Lens et avant Lille. Ça sera sans doute, on l'espère en tout cas, une autre adversité qu'Angers. Bon, malheureusement, qui a souligné aussi Angers d'ailleurs, pour le coup. Qui était au fin fond du trou. Ouais, mais voilà, ils font encore un peu ils donnent encore un peu le change, mais ça doit pas être facile de terminer le championnat comme ça, alors que t'as rien du tout à jouer. Vélodrome, c'est quand même tu veux te montrer, non mais souvent les deux années prochaines dans d'autres stades. C'est vrai, mais c'est à fond en Vélodrome. Je sais que le petit ne t'intéresse jamais, mais Angers t'a souligné un peu, et encore une fois, hier t'aurais pu voir un match différent. Ils ouvrent le score, bon, voilà, c'est à souligner, mais l'OM, bon, sur le match d'hier, pas grand chose. Attendons le match la semaine prochaine contre Lille, même si, encore une fois, Monaco-Lille, c'était
Déplorable. Alors l'OM qui est à 2 points de Lens avec 73 points, avec une différence de but défavorable, plus 32 pour le RC Lens contre plus 30 pour les Marseillais. Est-ce que les joueurs de Dior Tudor n'ont pas raté hier soir une occasion au moins d'améliorer la différence de but qui va peut-être compter à un moment donné en fin de saison, au soir de la 38e journée? 32-30, c'est pas si défavorable que ça, dans la mesure où si on envisage que Marseille repasse au niveau de Lens, ça voudra dire que Lens aura été accroché et que Marseille aura gagné. Donc gagner par un but, par 2 buts, ça peut être vite comblé. En revanche, il était important de ne pas perdre de points hier, de rester dans la course, et ça, c'est mission accomplie. Si ça joue à un but à la 38e journée, on repassera les bandes et on dira que je suis un idiot, mais pour l'instant, je pense que l'OM est toujours là, est toujours dans le match. En termes de dynamique, il se passe quand même quelque chose côté lensois, on le dit depuis plusieurs semaines, et encore une fois... 10 contre 11. À 10 contre 11, ils sont menés, mais ils arrivent à renverser dans ce stade qui est... On a l'impression qu'à part les supporters marseillais, tout le monde veut que Lens finisse deuxième. Est-ce que c'est pas un peu vrai? Moi, en tout cas, mais ouais, c'est vrai. C'est toujours français. Tu veux toujours que le petit pousset il passe avant le grand. Si c'était le PSG à la place même de Lens... Benjamin, le réalisateur, il dit oui avec la tête, c'est vrai. Et c'est un vrai spécialiste de football qui parle. Si c'était le PSG à la place de Marseille, tu dirais contre Lens, tu dirais pareil. Tu aimerais que ce soit Lens plutôt que Paris parce que mais c'est un vrai modèle de club français qui a réussi, qui s'est construit sur la durée, qui est redescendu au purgatoire pendant très longtemps, mais qui a reconstruit un projet intelligent, des personnes compétentes qui remplacent ces personnes compétentes quand elles s'en vont. On pense à Ghisolfi, c'est Franquès qui est là et qui est une vraie révélation maintenant depuis plusieurs années. C'est un vrai club qui est cohérent. Et pour le coup, on a envie de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Alors le débat, c'est est-ce que c'est une bonne idée qu'ils aillent en Ligue des Champions? Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? On n'en sait rien. Mais en tout cas, on a envie de voir ça. De toute façon, ils iront au moins au tour préliminaire. Maintenant, c'est acté. Le podium est sûr. Mais alors là, le tour préliminaire, ça c'est... Tu commences tôt. Il y a 4 matchs, juillet, la trêve estivale est courtée. Tu commences ta préparation très tôt et il faut des joueurs. Ça a un impact sur le mercato. Mais il faut des joueurs. Voilà, il faut que les joueurs restent. Openda, Fofana et plein d'autres. Samba, et on en passe, hein. Mais on peut tous les citer si tu veux. Mais il faut recruter aussi surtout parce que l'effectif là aujourd'hui est peut-être un peu léger pour jouer la Ligue des Champions. Déjà, ils ont fait un très bon mercato d'hiver qui les a beaucoup aidés. Je sais pas de qui je parle, je te fais donner les noms, ça va t'aider. On fait un super mercato d'hiver et ça leur a permis de continuer à surfer sur ça. Donc Thomasson, Fulgini, etc. Ça a beaucoup aidé. C'est pas un recrutement Ligue des Champions. Avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs que j'aime beaucoup par ailleurs, mais va falloir monter d'un niveau. Parfois, quand tu vois, c'est toujours pareil, mais quand tu vois des clubs comme je pense à Salzbourg par exemple, on connaît pas un joueur, tu vois Bâle là, qui sont en demi-finale, qui battent Fiorentina. Est-ce que parfois c'est effectif ou est-ce que c'est une question de joueurs ou une question de cohésion d'équipe et d'effectif qui fait que en gardant la même équipe, tu peux faire des meilleurs résultats. En Ligue des Champions, ça n'arrive. Moi, je pense souvent. Ce que tu décris là, c'est pas en Ligue des Champions. Je pense souvent à Lille de Vaïd quand ils éliminent Parme. À l'époque, ils ont gardé la même équipe, personne n'y croit. C'est Johnny Ecker, je crois, qui marque de mémoire pour les plus anciens. Et voilà, donc tu peux avoir des surprises aussi quand tu as une cohésion d'équipe qui reste. Messieurs, pardon, on va écouter Jordan Verretou, buteur hier soir. Le match, c'est un ensemble. C'est toute une équipe qui gagne, c'est pas seul les buteurs. Et voilà, je pense que c'est tous ensemble qu'on pourra aller chercher cette deuxième place. En tout cas, on lâchera pas. On sait que Lens est devant. À eux de ne pas faire un faux pas parce qu'on sera derrière. Jordan Verretou au micro, nos confrères de Prime Video. Si on regarde un peu le calendrier des deux équipes, prochaine journée, donc Lille-Marseille samedi soir et Lorient-Lens dimanche. Pour la 37e journée, Marseille-Brest et Lens-Ajaccio. Et puis on terminera avec un Auxerre-Lens et un Ajaccio-Marseille. Au vu de ce calendrier, quel est le favori, indépendamment de la dynamique du moment, qui est plutôt favorable à Lens? Le favori, je pense, c'est nécessairement l'équipe qui est la mieux placée aujourd'hui, celle qui a son destin en main. Le calendrier, il faut toujours s'en méfier parce que vous avez cité un certain nombre d'équipes qui vont être en roue libre. Ajaccio, par exemple, n'a plus rien à jouer, est condamné. Et ces équipes-là, elles peuvent aussi jouer différemment les derniers matchs, vouloir se faire plaisir et ça peut les libérer, ça peut donner lieu à des matchs un petit peu inattendus. Ça s'est déjà vu par le passé. Le calendrier, il est ce qu'il est. Maintenant, Lens a les cartes en main et Jordan Verretou l'a souligné. S'il y a le moindre faux pas, il faudra répondre présent. Après, il y a quand même dans les équipes en roue libre, il y a quand même des questions d'effectifs. Quand tu vois l'effectif d'Ajaccio, c'est quand même très faible. 3, c'est très faible. Et, Lorient, il joue en roue libre, ça joue extrêmement bien. Ouais, c'est ça. Voilà. Lorient a gagné au parc. La semaine prochaine, il y a une vraie, il y a des talents. La semaine prochaine, il y a des points à perdre quand même entre aller jouer à Lorient et aller jouer à Lille. Il y en a une des deux qui est la journée la plus décisive des trois qui arrivent. Sans doute. Donc ça va être effectivement, même si Lorient est en roue libre, c'est une équipe qui joue, qui gagne et qui est, pour le coup, il y a du talent pour reprendre ton terme qui était juste. Encore une fois, ça fait 2 fois.
La belle histoire du RC Lens, c'est aussi celle de ses supporters, mais aussi désormais de son speaker, Silvano, qui est devenu une célébrité même en dehors de sa région. Silvano qui était accompagné ce week-end d'un jeune supporter, vous avez peut-être vu les images, et futur speaker peut-être du stade Bollaert. Ce petit garçon s'appelle Basile. Et tu essaies de prendre l'accent ch'ti ? Ouais, je sais. Faut pas faire ça. Hein. Et ce petit Basile très mignon a mis le feu. On va l'écouter. Voilà, c'est la petite histoire du week-end. Mais on aime ce club, on aime ce public, voilà, on a envie qu'il se passe de belles choses là-bas. Et c'est à guichet fermé apparemment depuis le début de la saison, tu peux pas trouver une seule petite place. J'aimerais bien aller voir un stade un match à Bollaert si on peut. De toute façon, là j'avais vu une interview de Frankowski qui disait que quand ses copains venaient le voir jouer, en fait, ils regardaient pas le match, ils regardaient le public lensois. Et chantaient les corons à la mi-temps. Ouais, non, mais rien de plus à dire, je suis d'accord, c'est la belle histoire, on a tous envie qu'il termine le plus haut possible, on n'a rien contre l'Olympique de Marseille bien sûr, mais par rapport à tout ce qu'ils ont vécu ces dernières années, ça serait amplement mérité. Mais pour regarder un peu la photo plus large du football français, Lens est un club qui se construit, mais il nous faut aussi les grands clubs français historiques, quoi, j'ai envie de dire. Lyon, on en parlait tout à l'heure, il faut absolument qu'ils reviennent aux premières places parce qu'on en a besoin. Marseille est là maintenant depuis plusieurs années, ce qui est positif. Monaco, c'est toujours en dents de scie. C'est très décevant ce club et il faudrait qu'un jour on fasse un dossier spécial Monaco. On n'arrive pas à comprendre le projet de ces clubs. Quand je dis projet, c'est un projet de trading à Monaco qui marche certaines saisons et moins d'autres. Voilà, mais du coup tu ne peux t'inscrire dans aucune récurrence au haut niveau. La Ligue des Champions, t'as loupé les tours de qualif plusieurs années. En Coupe d'Europe, t'es pas là. Ils ont perdu cette année en Europa. C'est peut-être le gros souci la Coupe d'Europe finalement. C'est ce qu'on y fait après s'il y a être qualifié. Le problème de Monaco, c'est qu'ils ont raté les matchs charnières. Mais tout le temps, c'est tout le temps ça, en championnat ou en Coupe d'Europe. Eindhoven, ils doivent passer. Enfin, moi, j'avais vu les matchs en début de saison. Franchement, qu'Eindhoven soit passé, c'est lamentable. Ok, mais après, tu perds en Europa League pour autant. Tu perds en Leverkusen au tir au but en étant largement au-dessus. Les Leverkusen, ils sont peut-être en finale. Enfin, ils ont perdu 1-0 le match aller, mais ils ne sont pas éliminés encore. Tu vois, t'as le niveau pour Nice, hein. Oui. Non, mais Nice, c'est un club qui n'est pas. Nice, c'est rassurant que Bâle ait gagné à Fiorentina. Non, mais Monaco, ça devrait être un club français inscrit qui devrait se battre pour le titre tous les ans, qui devrait être en Ligue des Champions tous les ans. Et c'est pas le cas. C'est des clubs qui sont décevants. Encore une fois, regarde le match pitoyable qu'ils font hier. Et c'est pas le premier. C'est pas le résumé de leur saison par ailleurs. Non, mais on a besoin de clubs français historiques très forts. Donc c'est super que Lens vienne s'inscrire, en tout cas cette année. Enfin, depuis l'année dernière aussi d'ailleurs. Mais il faut que les grands clubs français soient présents. Après, à part Lyon, les gros clubs, ils sont quand même là. En vrai, parce que en termes de points, Monaco, Monaco, c'est là. Ils sont quatrièmes. Mais c'est des clubs qui devraient lutter avec en tout cas le PSG de cette année. T'as des clubs qui devraient lutter pour le titre. En termes de points, le PSG cette année n'est pas ridicule, c'est toujours pareil. Pour terminer sur cette partie, un mot du mercato marseillais. Alexis Sanchez a marqué donc hier soir son 14e but de la saison en Ligue 1. Une journaliste chilienne l'envoie potentiellement la saison prochaine à Arsenal, où il a joué entre 2014 et 2018. À votre avis, si vous étiez Pablo Longoria, est-ce que vous auriez tout intérêt, vous feriez tout pour garder à Marseille Nico Maravilla et Nico Maravilla, Jérémy? Tout faire, oui, mais on peut jamais aller à l'encontre de la volonté d'un joueur qui est déterminé à 100% à partir. Aujourd'hui, si on propose un projet Arsenal à Alexis Sanchez qui était venu à Marseille pour se relancer, c'est évident qu'il va avoir envie d'y aller, surtout au vu de ce qui s'est passé cette année. Même s'il n'aurait aucune garantie d'y être titulaire à la différence bien sûr. de Marseille. Moi, je vois pas ça me semble tellement pas correspondre à ce que veut Arteta que je vois pas. Je ne vois pas aller là-bas. Et pour répondre à la question, moi je dis oui, mais pas n'importe quel prix. Tout a un prix. Bien sûr, ça évidemment. Autre nom évoqué pour le mercato marseillais, je commence par le premier, c'est un gardien marocain, Yacine Bounou, dont on parle. Benjamin, toi qui es expert. On a besoin d'un gardien à Marseille maintenant. C'est la question que je me suis posée tout à l'heure. Je sais pas, non, mais Paul Lopez était venu dans les valises de Sampaoli, c'est Sampaoli qui l'a mis comme titulaire à la place de Mandanda. C'est plutôt une réussite. Ouais. T'as Blanco qui est deuxième gardien qui a pas démérité quand il a joué. Bounou, c'est meilleur que Paul Lopez. Paul Lopez sur le but d'Angers, je sais pas si Jérémy Sagan, il est pas d'accord. Non, pas d'accord. Sans avis. C'est pas une opportunité. Si, c'est une opportunité, mais Paul Lopez vient de la Roma, il était au Betis avant, il a fait des belles saisons, il a un bon jeu au pied. Tu veux nous faire un Donnarumma Navas à Marseille? Non, il faut que la hiérarchie soit claire. Si Bounou vient, Lopez doit partir. Il faut que le numéro 2 soit en dessous et Bounou en dessous. Et donc si vous étiez Pablo Longoria, vous ne le feriez pas, d'accord? Je le ferai pas. Comme j'aurais pas fait. Il y a probablement d'autres chantiers prioritaires. Alors peut-être en attaque, Eli Wahi, dont on parle aussi éventuellement à Marseille. Ça, je fais. Il faut mettre le paquet. Mais quel prix aussi, parce que Montpellier va être gourmand. Ouais. C'est quoi, c'est 30-40?
Je pense que c'est aujourd'hui, c'est 30. Depuis le match de Lyon, c'est 40. Ça dépend si les Anglais s'intéressent. Les Anglais s'intéressent, les Allemands s'intéressent aussi. Non, mais c'est 40 aujourd'hui. Ils n'ont pas l'argent des Anglais. Les Anglais, ils ont vraiment l'argent. Wai a le profil pour être titulaire à Marseille, compte tenu du contexte qui n'est pas celui de Montpellier. Pour vous, il est capable? C'est un jeune joueur. Moi, c'est toujours moi l'interrogation que je me pose, et c'est tout ça, c'est intéressant d'avoir des recruteurs, parce que est-ce que Harry Wai, en termes de statistiques, oui. Est-ce que en termes de personnalité, voilà, c'est un vrai sujet de savoir s'il a la capacité. Mais en fait, ça, on ne sait jamais avant qu'il signe. C'est ça. Donc c'est ça qui est toujours intéressant dans le recrutement. Et c'est un joueur essai, et c'est sûr que c'est un joueur qui on a besoin de savoir s'il est capable de passer le cap. Ouais. Mais ce serait peut-être bien pour lui qu'il fasse d'abord un Marseille club avant d'aller signer un grand club français avant de partir comme je sais pas moi, on en a malheureusement plein des exemples. Je sais pas, je pense à Nicolas Pepe là parce qu'on parlait d'Arsenal qui est parti 60 à Arsenal, 70 à Arsenal. Aujourd'hui, il en coûte 4. Il joue pas surtout. Mais c'est pour ça. Aujourd'hui, c'est les choix de carrière aussi. Que là, tu parles d'agents, tu parlais de recruteurs et tout. Mais il y avait une certaine logique à l'époque de le voir en Angleterre. Bien sûr, il avait fait. Non, mais évidemment, mais je compare des situations qui sont pas comparables. D'ailleurs, il avait plus montré qu'aujourd'hui que Wai. Mais en tout cas, ces joueurs qui partent assez tôt quand même dans leur carrière pour très cher. Alors pareil, ça n'a absolument rien à voir. Mais beaucoup d'exemples qui n'ont rien à voir. C'est intéressant. Non mais pardon, mais j'oublie son nom. Le milieu de terrain lyonnais qui est parti à Tottenham. Non, à Tottenham. Dombele, merci, qui est à Napoli. Pareil, il est parti pourquoi? Pareil, 70 sur le 80. Bon, ça a été quasiment je vais pas dire la fin de sa carrière. C'était un peu moins. C'était 60-65. Quand t'es à Lyon. Non, mais tu marches pas trop mal. Évidemment. Ça a fait sens quand même. Évidemment. Allez, on enchaîne avec le mercato parisien. Bon, donc